On est au Novotel Lyon-Bron pour cette émission spéciale délocalisée, émission spéciale demi-finale avec Daniel Herrero. Bonsoir Daniel, avec Bonsoir. Philippe Spanghero, bien sûr, avec vous au 0826 300 300. Soirée de demi-finale, Toulouse-Bayonne, c'est la première demi-finale ce soir, donc à Lyon, au Groupama Stadium, le stade de l'OL. Les demi, c'est un match particulier quand même, Daniel, quelle que soit l'équipe, que ce soit Toulouse le favori ou Bayonne, mais on va dire pour un joueur ou pour un entraîneur, c'est un match où il faut gérer l'équation entre la pression et l'enjeu. Oui, alors c'est à la fois un match magnifique et un match torturant parce que tu es une encablure à la veille, j'allais dire, de te trouver avec le bouclier de Brennus au fond de ton regard sur le stade de la finale. Quoi. Tu es à un match, il y a 80 minutes. Ça se prépare de façon, je dirais, à la fois classique et un peu originale parce que c'est un état moral particulier. Comment faut-il faire pour jouer une demi-finale quand tu n'es pas là par hasard, quand on t'a pas trouvé dans la rue pour arriver là quand même, ton talent, ton activité, ton rayonnement ont autorisé ce niveau de performance, mais comment faut-il s'y présenter avec la certitude que le jeu que tu possèdes sera suffisant pour essayer de dominer l'adversaire, ou alors avec l'idée que tu ne veux pas perdre, tu vas t'appliquer, ce qui sera peut-être le cas aujourd'hui quand il y a un peu un déséquilibre entre une équipe assez largement favorite, celle du Stade Toulousain, et une équipe de Bayonne qui arrive morte de faim, joyeuse, généreuse, enthousiaste, tu vois, pétillante même, mais en même temps pas certaine de son talent, qui pourrait jouer sur l'euphorie, la lampe, tout autant que sur des stratégies fines et appliquées. Voilà, on est toujours au Novotel Lyon-Bron, bien sûr, pour cette émission spéciale. Je disais, Daniel Herrero avec nous, bien sûr. Philippe Spanghero, on en parlait de ce week-end de demi-finale. C'est un week-end particulier, voilà, c'est rare. On va dire que ces deux matchs se retrouvent au même endroit. Ça fait quelques saisons que ça dure. C'est toujours un événement. Et c'est pas forcément les supporters des deux équipes ce soir que nous verrons dans le stade, mais c'est la communauté des supporters du rugby en général. Parce que le stade, il est plein depuis maintenant de longues semaines. Oui, c'est toute la communauté rugby de France qui se réunit autour de cet événement des demi-finales. C'était une bonne initiative de la Ligue nationale de rugby au départ. C'est un grand week-end de fête. Alors, on peut s'en réjouir, et puis quand on est bayonnais particulièrement, on peut aussi le regretter parce que ce match du vendredi soir, il est compliqué à organiser pour ceux qui passent par les barrages et qui doivent organiser en quelques jours seulement un déplacement comme celui-ci. D'ailleurs, on a vu, et c'est assez surprenant, que Bayonne a même rendu des places de son quota à la Ligue nationale de rugby. Ils ont eu un peu de mal à fédérer, mais nul doute que tout le stade ce soir chantera quand même la Peña Bayona. Ouais, que doit-on espérer de ce match entre Toulouse et Bayonne? Un Toulouse, on va dire archi favori, mais quand même qui ces dernières semaines ne s'est pas complètement rassuré. Il y a eu cette élimination en Champions Cup qui a un peu blessé le favori toulousain. Voilà, on a croisé les acteurs. On est ici, je le disais, au Novotel Lyon-Bron. On n'est pas très loin des Toulonnais. On a croisé aussi les Toulousains. Voilà, c'est vrai quand même que on attend beaucoup des champions en titre qui ont déjà réussi le doublé et qui convoitent un triplé. Mais pour ça, il faut se retrouver aujourd'hui côté toulousain, Daniel. Ben oui, le sport de haut niveau, et le rugby en l'occurrence, quand même donne des rendez-vous presque ponctuels et toujours originaux. De fait, là, nous arrivons en fin de saison 2025 et le stade toulousain, depuis maintenant plusieurs années, pas uniquement dans les quelques temps récents, atteste une supériorité sur le rugby français, sur le rugby européen, par la qualité de son jeu, par le volume de joueurs de très très haut niveau capables de jouer à un niveau très très élevé, par sa sérénité, par sa formation. Enfin, le stade toulousain éclabousse, éblouit même depuis. Mais va-t'en voir qu'un petit grain, assez conséquent quand même, a un grain de sable, mais un grain de match, un ballon, a un peu désorganisé la sérénité toulousaine. Il y a un mois et demi, Toulouse joue en demi-finale de la Coupe d'Europe contre Bordeaux. Toulouse s'incline, Toulouse n'est pas ce jour-là rayonnant, et il y a une espèce d'écho affectif assez dense qui percute le cœur de tout le monde toulousain en disant mais peut-être on n'y est pas, aurions-nous pris un peu le boulard, serions-nous un peu en suffisance, aurions-nous atteint un niveau de santé physique qui fait qu'on soit un peu sur la descente. Enfin, tu vois, c'est 2 ou 3 indicateurs qui effraient. Et va-t'en voir que derrière ce match, Toulouse a eu 3 ou 4 matchs de préparation à cette demi-finale que nous allons voir ce soir, qui était quasiment sans intérêt. Ils sont qualifiés, ils jouaient contre pas grand monde, des matchs qu'il fallait jouer pour les derniers matchs de la phase régulière du voilà, top 14. qui n'avaient plus aucun pétillant ni aucun redondant et qui n'avaient surtout pas d'indicateur à donner, quoi. Et il semble que
aujourd'hui, à quelques heures du coup d'envoi, on se demande dans quel état moral est Toulouse. Et répondre à cette question, c'est déjà peut-être à envisager que Toulouse sera serein ou Toulouse sera dans le doute. Ouais, 23 titres de champion de France. Un habitué des demi-finales, 6e demi-finale consécutive pour cette génération quand même, c'est dire. Il y a une habitude, mais on les a pas trop entendus. Et ça, souvent, Philippe, côté toulousain, ça veut dire qu'ils se sont un peu donné rendez-vous ce soir quand même. Ouais, je crois qu'ils se sont clairement donné rendez-vous. Ce match, cette défaite en demi-finale de Champions Cup, comme le disait Daniel, a été un petit traumatisme à évacuer avec, sur ces dernières semaines, ces derniers mois, des leaders de vestiaire très importants qui ont impacté aussi la confiance collective. On pense bien sûr à Antoine Dupont, mais il y a un joueur qui est peut-être aussi important, voire plus important dans le quotidien du Stade Toulousain, c'est Ramos, qui a alterné aussi les petites blessures et qui a certainement manqué dans ce potentiel de confiance toulousain. La question aussi qu'on peut se poser, c'est cette stratégie toulousaine. On verra ce soir si elle est payante, mais on sait que c'est toujours difficile de ne pas passer par la phase barrage. Et Toulouse a choisi, en plus sur son dernier match contre Perpignan, de faire tourner quand même assez largement l'effectif. Donc il y a la question morale qui se pose ce soir et il y a la question du rythme. Fraîcheur. La dimension physique de la fraîcheur, clairement, ils l'auront. Ils ont fait tourner sur tous ces derniers matchs de la phase régulière, mais il y a une défaite à domicile contre le Racing, il y a un match contre le Loup maîtrisé, mais qui donne pas forcément d'indicateurs intéressants. Il y a cette défaite à Perpignan. Donc la confiance dans le vestiaire toulousain, elle est là forcément. Mais ce soir, c'est un match important et l'entame va être très importante dans la condition de la confiance. Eh ben, on va bien sûr continuer d'en parler dans cette émission exceptionnelle en direct du Novotel Lyon-Bron avec Sud Radio Rugby. Demain, on sera au Hall Paul Bocuse. Bref, c'est un beau week-end. On est heureux d'être à Lyon pour ce week-end de demi-finale. Restez avec nous sur Sud Radio et appelez-nous au 0826 300 300. À tout de suite. Au cœur de la mêlée depuis Lyon, depuis le Novotel Lyon-Bron pour une émission exceptionnelle avec notre partenaire le réseau.s, avec Daniel Herrero, avec Philippe Spanghero, avec toute l'équipe Sud Radio bien sûr, et vous au 0826 300 300. On est là pour entrer dans le match au cœur de la mêlée. On parle de ce Toulouse-Bayonne, première demi-finale du top 14. On a vu bien sûr la force de Toulouse, première équipe de la phase régulière qui a battu, qui a affolé les records offensifs, 118 essais, mais face à Toulouse, ce week-end, il y a, on va dire, une équipe qui est logiquement là. Elle a gagné fièrement sa place au barrage, bien sûr, la semaine dernière contre Clermont. On l'a vécu en direct sur Sud Radio, mais également grâce à sa constance tout au long de la phase régulière, 4e. Voilà, donc il y a une forme de logique et à la fois, c'est un peu le poil à gratter de ces demi-finales finalement. Daniel Herrero, Bayonne. Est-ce que le poil à gratter peut vraiment gratter le favori? François, en disant que l'équipe de l'Aviron Bayonnais se trouve à ce niveau-là légitimement, ils n'ont rien chapardé, ils n'ont pas offensé la morale du classement. Ils ont été invaincus sur leur stade assez mythique à Bayonne. Ils ont attesté sur l'ensemble de la saison une constance dans l'attitude morale, dans les valeurs et les vertus très 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 élevées de ce jeu. Je pense à la solidarité, à la vaillance, à l'extrême unité dans toutes les formes de combat, à être assez fidèle à sa culture historique. Bon, Bayonne est glorieux là-dessus. Simplement, le talent de Bayonne les a menés derrière cette grande qualité morale à être à l'arraché pour la qualification. Ils se sont qualifiés, non pas miraculeusement, on les voyait arriver, mais longtemps dans la saison, ils nous ont dit le ventre mou nous va bien. Puis après, ils nous ont dit aussi, même en milieu de saison, il faudrait quand même pas qu'on soit attiré vers le bas. Et puis un jour, ils ont vu un peu la lumière à l'horizon. Ils ont dit oh pourquoi pas. Mais là, nous étions déjà au début du printemps, quoi. Tu vois, quand Bayonne s'est interrogé, mais pourquoi pas nous qualifier, quoi. Nous. Et cette dynamique-là a maintenu une espèce d'appétence comme ça, que tu vois, permanente et collective, qui fait que qui se sont donc trouvés pour les barrages. Qualifié pour les barrages et qui battent Clermont. Alors maintenant, analysons le pourquoi des choses. C'est pas des endormis, Bayonne. Tu vois, devant, c'est robuste. Bayonne s'est entraîné par un citoyen qui, depuis des lustres, sait ce que le combat dans le rugby de France, dans le rugby du monde veut dire. Grégory Patat, Gersois. Grégory Patat, voilà. On sait qu'il y a une très haute considération de l'engagement, de la pugnacité dans le combat. Bayonne, c'est solide en mêlée fermée. Bayonne, c'est plutôt bon en touche, même si on voit quelques difficultés à l'heure actuelle dans la composition de leur équipe sur ces secteurs-là. Mais
Et en même temps, Bayonne, il y a depuis 1000 ans une espèce de goût comme ça pour la créativité. On est un peu basque, on a du goût au mouvement, on est enfant de Bayonne. Et à la sortie, on sait que Bayonne peut jouer au rugby. Et ils l'ont attesté toute la saison. Donc ils sont pas là par hasard. Je crois pas qu'ils puissent trop gratter. Tu vois, gratter ni le cœur. Chatouiller. Mais allons jusqu'à chatouiller, ça me paraît recevable. Et en fonction, mais alors ça dépend, encore une fois. Bayonne va peut-être gratter un peu l'orgueil toulousain, et après à savoir comment l'orgueil toulousain va réagir face à ces hypothèses d'un adversaire sauvageon et généreux. On a vu quand même une équipe de Bayonne tout au long de la saison très structurée, très cohérente, Philippe. Mais quand même par rapport à la semaine dernière et ce match face à Clermont, vendredi dernier, on l'a vécu en direct sur Sud Radio, je le disais, quand même il manque des joueurs importants. Il manque Baptiste Chouzenou, commotion, il ne sera pas là. C'est un peu le cerveau de la touche. Alors il va être bien sûr bien remplacé par Esteban Capilla, c'est vrai, mais en tout cas il manque des atouts. L'arrière, Tchèque Tibérien, qui est quand même un très bon joueur et qu'on a vu plutôt à son aise face à Clermont. Il manque aussi, on l'a croisé dans l'hôtel de Votel où on est ici à Lyon-Bron, Manu Tuilagi quand même, qui a été l'un des pièces maîtresses, une pièce maîtresse de Bayonne. Cette équipe-là peut-elle résister à l'ogre toulousain quand même ? Honnêtement, sur le papier, avec ce que tu décris, avec cette difficulté dans la composition d'équipe, avec ces faits de blessures de la semaine dernière, ça paraît compliqué. Ça paraît compliqué parce que ce que réussit à construire Bayonne au fil du temps, ce noyau dur solide avec ces joueurs de très haut niveau qui viennent tirer cet effectif vers le haut, manque encore de profondeur de banc. Et c'est vrai qu'on viendra tout à l'heure sur les compositions d'équipe. Mais quand on regarde le banc toulousain aujourd'hui, bon, il n'y a pas de comparaison. Ils ont utilisé encore une 60aine de joueurs cette année pour s'ouvrir la voie très tôt avec cette demi-finale directe et préparer ça sereinement. Peut-être un peu trop tôt, on y reviendra. Peut-être un peu trop tôt et peut-être avec des manques d'automatisme par un turnover important. Mais en tous les cas, la limite de Bayonne, pour moi, elle est là aujourd'hui. C'est-à-dire que, sans faire offense aux joueurs qui vont remplacer ceux qui ont été blessés la semaine dernière, il va manquer quelque chose du côté de l'Aviron. Après, encore une fois, il y a cette nécessité que va avoir l'Aviron à être extrêmement réaliste sur ce genre de rendez-vous, parce que s'ils veulent faire douter le Stade Toulousain, qui a quand même un petit doute dans la tête, il va falloir qu'ils convertissent quand même leur temps fort. Et c'est vrai que même si les conditions étaient compliquées, la semaine dernière contre Clermont, on a senti une équipe encore à ce niveau de rendez-vous qui manquait de réalisme et de froideur. Tom Spring, l'ailier bayonnais, Daniel, disait dans la semaine, c'est le match d'une vie. Mais c'est vrai que ça peut aussi être ça. Une demi-finale, t'en as vécu en tant que joueur, en tant qu'entraîneur avec le RC Toulon, qui retrouvera l'UBB demain. Mais on en reparlera demain. Oui, on en reparlera demain, bien sûr. Mais est-ce que le match d'une vie, ça peut arriver ce soir pour les Bayonnais, ou est-ce qu'ils l'ont fait la semaine dernière contre Clermont, dans des conditions difficiles? Absolument, François. On aime bien quand le match qui s'annonce, on le qualifie de unique, de l'objet de tous les rêves. Mais Bayonne, qui a une longue histoire dans le rugby français, quand même dans les 25 dernières années, ils n'ont vu que le niveau moyen du rugby français, ou le niveau, je dirais la up middle class, pas trop mal et assez haut, mais enfin quand même là, ils y sont jamais venus depuis très très longtemps à ce niveau-là. Et y venir, c'est une bouffée très gratifiante dans le cœur, où on va jouer la demi-finale et dont on le qualifie. Et tout le monde sait que quand tu dis la demi-finale, c'est sans doute le match de notre vie, t'as quand même un peu l'idée que si tu venais à jouer la finale, oh là là, tu vois, nous aurions encore un step, encore une marche vers la gloire, quoi. Là, il reste que il y a une beauté à conquérir, ça c'est incontestable. Et mais quand même, il est probable qu'il soit plutôt dans un continuum. Le match en barrage la semaine dernière contre l'équipe de Clermont leur met une bouffée. Tu vois, ils ont été robustes, ils ont été gaillards, ils ont été appliqués dans des conditions difficiles. Le supplément d'âme de la phase finale. Un peu de ça, quoi. La perspective peut-être d'aller où on n'est pas encore allé depuis 30 ans, tu vois. Et là, ça fait 43 ans qu'ils sont pas allés, ou 44 ans qu'ils sont pas allés. C'est considérable. Même mon père se rappelait pas, tu vois. Enfin bon. Moi je les crois dans l'allure du temps là. La semaine dernière c'est bon pour eux. La mince, il leur en manque 2 ou 3 qui sont quand même des clients, tu vois, notamment le secteur touche, notamment le secteur finition, notamment le secteur robustesse en cœur de ligne offensive, quoi, avec Tulagi. Mais j'allais dire
la maîtrise et la roublardise des quelques cadres pourraient aussi amener effectivement, ce qu'on disait tout à l'heure avec une certitude, à gratouiller quand même un peu l'orgueil toulousain. Il y a une vraie question quand même, c'est la méconnaissance de la plus grosse partie de cet effectif de ce genre de rendez-vous et l'inhibition. C'est-à-dire que je pense pas que Bayonne puisse s'en sortir en étant réducteur dans le jeu. Donc il va falloir doser cette ambition avec la pression du rendez-vous, et j'attends de voir comment Bayonne va réagir par rapport à ça, parce qu'ils ont été solides sur les fondamentaux face à une équipe de Clermont qui honnêtement a pas vraiment existé quand tu regardes les statistiques en termes de possession, d'occupation. Ça a été un match à sens unique, donc même d'appétence. Il se rassure sur les fondamentaux, mais malgré tout, la barre de ce soir est quand même bien plus haute. Et donc il faut voir comment ils vont être capables de prendre ce match en main pour y amener l'ambition qui leur permettra éventuellement d'inquiéter Toulouse. Est-ce que le trublion, on va essayer de prendre des exemples précis, mais est-ce que le trublion Makala, par exemple, côté bayonnais, peut créer l'incertitude dans ce milieu de terrain toulousain, avec un Choco Barres qui est quand même un joueur expérimenté, un Barassi qui est international français, je veux dire il y a Malia, il y a King Horn également sur les ailes, Ramos à l'arrière, Ntamak côté toulousain. Est-ce que voilà, Makala, on le sait quand même capable de faire il nous a régalé tout au long de la saison, mais là c'est une soirée pour lui, tu le sens ça, Philippe, c'est possible? C'est une soirée pour ce genre de joueur. On parlera des conditions météo tout à l'heure, mais c'est forcément une soirée pour ce genre de joueur. Après, c'est vrai que, encore une fois, quand tu parles de la comparaison individuelle, c'est un peu cruel sur le papier pour Bayonne, parce que tu cites 5 Toulousains quand tu cites un Bayonnais. Donc des facteurs X, des joueurs qui changent les décisions, il y en a forcément plus du côté toulousain. Donc côté Bayonnais, en tous les cas, s'il y a un joueur à regarder de près qui peut mettre un peu le feu dans la défense toulousaine, c'est certainement Makala. Oui, Daniel. Oui, simplement, on voit que sur le secteur offensif, l'équipe de Bayonne a un appétit constant. Tu vois, c'est historique, c'est culturel, et c'est encore de cette année, c'est il n'y a pas si longtemps. Bayonne joue quand même. Bayonne n'est pas dénué d'intention de jeu. Bayonne n'est pas dénué de construction. Mais on voit bien que l'élément dominant dans la construction stratégique de l'équipe de Bayonne depuis au moins cette année, c'est la stratégie du jeu au pied de ses deux ouvreurs, un le jeune second et l'autre l'ancien. Camille Lopez. Je ne trouvais pas Camille. Pardon. Ça me fait une peine terrible. Et François, tu me regardais avec parce que... De qui tu parles? Bon, enfin, tu vois, entre Camille... Moi, je croyais que l'ancien, tu me parlais de moi. J'ai eu peur. Non, mais enfin, le jeu au pied de Bayonne, c'est celui qui leur a permis de gagner quelques matchs. Et les 2 ou 3 exploits qui ont fait des différences, c'est 2 diagonales ou de l'un ou de l'autre pour des ailiers. Et puis, tu as ce citoyen au milieu, ce Fidjien Makala, qui, lui, a la liberté absolue que peuvent avoir quelques joueurs des îles comme ça. Lui, il en fait partie. Il est extrêmement tonique, il est extrêmement explosif. Dans le jeu collectif, il est plutôt moyen. Dans les intentions de création, il est plutôt moyen. Mais alors, dans la liberté de faire, les Toulousains le savent. Quand tu dis les 2 centres qui jouent aujourd'hui à Toulouse, tu vois bien qu'il y a de la robustesse, qu'il y a de l'appétit et qu'en même temps, il y a un jeu collectif un peu supérieur. Je pense qu'il peut être effectivement un troublion, je ne sais pas. Mais il peut avoir dans ce genre de match, s'il y a un peu de liberté qui se joue, s'il y a un peu du ballon qui se perd, s'il y a un peu des espaces qui se créent, et s'il y en tombe un ou 2 dans les bras, il pourrait peut-être avoir une initiative intéressante. Mais je ne le crois pas au niveau du jeu collectif. Après, au milieu du terrain, c'est vrai que c'est difficile d'effacer l'absence de Tuilagi, tellement il s'est rendu important cette saison. Mais Maury, quand même, sur la robustesse dont on a besoin au milieu du terrain, Maury, a quand même amené des garanties du côté de Bayonne. Oui, mais on va Maury, le voir. Robuste. On va le voir en tout cas, des robustes. Il y en aura, bien sûr. Il y aura également du talent. Il y aura des invités également dans cette émission spéciale que l'on fait sur Sud Radio pour ces demi-finales du Top 14 au Novotel Lyon-Bron avec notre partenaire, le réseau.s. Restez avec nous et appelez-nous au 0826 300. Les invités vont se succéder dans la prochaine demi-heure. Il y aura notamment Didier Lacroix, le président toulousain. Au cœur de la mêlée sur Sud Radio, au cœur des demi-finales du Top 14. Ce soir, bien sûr, Toulouse face à Bayonne et puis demain, Toulon face à l'Union Bordeaux-Bègles. On est en direct du Novotel Lyon-Bron avec notre partenaire, le réseau.s. Demain, on sera au hall Paul Bocuse à Lyon. Bref, on est là, on est chaud. Faut dire quand même qu'il fait plutôt bon. Il fait plutôt bon. Daniel Herrero avec Philippe Spanghero, bien sûr, sur ce Toulouse-Bayonne. On a parlé des Toulousains, on a parlé des Bayonnais et on a aussi quelques invités, et notamment Manu Ordas qui est avec nous, ancien demi d'ouverture de l'Aviron Bayonnais. Bonsoir Manu, je crois que c'était jusqu'en 2022 que tu as porté les couleurs de l'Aviron. Et forcément, pour toi, j'imagine que ton cœur d'avironnard doit vibrer ce soir.
Oui, bonsoir à tous. Et oui, effectivement, beaucoup de fierté de voir l'Aviron en demi-finale ce soir. Et on espère vraiment avoir un beau match et un résultat favorable. Est-ce que tu vois cette équipe de l'Aviron potentiellement bousculer ces Toulousains au point de créer la surprise ? On a envie d'y croire sur un match. Je pense que tout peut être capable, surtout que c'est une demi-finale. Après, on sait que Toulouse, dans les grands rendez-vous, ils ont souvent été présents, mais on peut se dire que si un jour pour les prendre, Toulouse, ça peut être ce soir où il leur manque certains gros quarts. Et je pense que l'Aviron a très bien joué cette saison, donc on y croit. Bon, ça sera dans quel secteur, d'après toi, que l'Aviron peut bousculer, peut surprendre le champion en titre, quand même? Par le jeu, j'espère que j'ai envie de croire qu'ils pourront gagner en jouant comme ils ont fait tout au long de la saison. Ils ont marqué des superbes essais avec une super petite 3/4. Donc, je pense qu'il faudra jouer tous sans pression et on fera les comptes à la fin. Hein. Ouais, c'est vrai, on fera les comptes à la fin aussi. Tiens, Manu, tu restes avec nous. Manu Ordas, ancien domaine d'ouverture de l'Aviron bayonnais. On accueille aussi un autre ancien, c'est Louis Massabo, ancien capitaine, ancien 3e ligne de l'Aviron bayonnais. Oh, ça remonte à une génération avant. Louis, bonsoir, merci d'être avec nous en direct sur Sud Radio. Louis, toi, tu es à Lyon, tu as fait le déplacement pour voir ça quand même. Ça faisait 40 ans qu'on attendait l'Aviron, donc effectivement on a envie de profiter et une pensée pour tous les anciens, donc on est dans le métro. Bon, c'est pour toi, on va dire, c'est déjà une réussite cette année. C'est sûr qu'on n'attendait pas l'Aviron on n'attendait pas l'Aviron à ce niveau, c'est exceptionnel. Alors pour la ville, c'est super. Je pense à tous les bénévoles du club qui donnent de leur temps pour former les jeunes, dont Manu a fait partie, et d'autres qui arrivent aujourd'hui. Et c'est un peu une consécration, donc ça fait plaisir pour tous les anciens comme nous. Oui. Ouais. Est-ce que peut-être, Philippe, c'est une question pour Louis Massabo ou pour Manu Ordas qui sont avec nous, les anciens de l'Aviron et qui vont vivre aussi cette demi-finale et bien sûr avec Sud Radio dans l'oreillette ou sur leur app. D'abord plutôt pour Louis, pardon Manu, mais parce que Louis, j'ai grandi avec lui, c'était un ami proche de mon frère aîné Nico. Je les ai vus évoluer au Stade Toulousain ensemble avant qu'ils partent à Bayonne et qui ramène ce club en top 16 à l'époque en tant que capitaine. Donc quand tu te retournes un peu sur le chemin parcouru, qu'est-ce qui te marque le plus dans la structuration de ce nouvel Aviron? La fierté, parce que j'ai fait un peu partie du club quand il s'est restructuré en 2018. On était à la source de l'arrivée de Philippe qui a fait beaucoup de choses, et de Philippe Taïeb, le président, et la structuration de la ville, du club, des amateurs même qui se sont mis à disposition. Sincèrement, ce qui me fait plaisir aujourd'hui, c'est j'ai vraiment une pensée forte pour tout le peuple bayonnais et pour tous les bénévoles, clubs au niveau associatif, parce que j'en fais partie et aujourd'hui c'est vraiment une grosse fierté de la part de ce monde-là. Grande école de rugby, grand club omnisport, l'Aviron bayonnais, et aussi grand peuple connaisseur, un public exigeant aussi. Manu Ordas, toi tu vas la vivre comment? T'es à Lyon ou t'es plutôt à Bayonne, Manu? Non, mais là en ce moment, je suis au téléphone avec vous depuis les Halles de Bayonne, donc le monde commence à arriver petit à petit et je pense que je vais aller le voir dans un bar par là. Bon, ambiance fête de Bayonne ce soir à Bayonne pour vivre ce match? Bon, on espère, là pour le moment il n'y a pas autant de monde qu'au fête de Bayonne, mais il fait très chaud, donc on espère que le monde va arriver petit à petit. Bon, un pronostic, Manu, avant de te laisser partager ça avec les copains bayonnais. Non, mon pronostic c'est 16-13 pour Bayonne avec un petit 2 à la fin du match pour donner la victoire à l'Aviron bayonnais. 16-13, hein, t'as dit Manu, hein. Ouais, exactement. Bon. Eh ben super, on retient le prono et on te remercie. Daniel Herrero. Oui, d'abord pour dire à quel point, à travers les paroles de Louis et de Manu Ordas,
on sent la force de la chaleur, le sens très élevé moral de la culture, les solidarités basques qui se retrouvent, la fierté de la ville. Tu vois, il y a comme ça la dose d'amour qui chauffe, qui réchauffe et qui se retrouve sous les couleurs de l'aviron. Ces deux citoyens-là ont fait la route vers le haut niveau. Aujourd'hui, ils voient la génération en place arriver en demi-finale. Et c'est quand même un bonheur, je me dirais, probablement très rugbyistique, mais incroyablement social, à la fois pour la ville et même peut-être pour le Pays Basque. Voilà. On va libérer Louis Massabo également avec un petit prono, Louis, quand même, pour ces Bayonnais qui s'attaquent à la montagne toulousaine. Je reste très réaliste et je pense que quand même le grand club rouge et noir sera supérieur et que malheureusement la défaite sera lourde pour l'Aviron, mais on va vivre un beau moment. Bon, on l'espère en tout cas, et on a bien noté les pronos. Merci Louis, bonne soirée en tout cas, avec les supporters bayonnais qui ont fait le déplacement. C'était combien d'heures de voiture, si t'es venu en voiture, Louis? 7 petites heures, mais quand on le fait avec les amis, ça compte pas. Bon. Et là ça va Louis, l'apéro a bien démarré? Très bien, on est à fond. Merci Philippe. La bise à tout le monde. Allez, merci Louis Massabo. Voilà, on est dans Lyon, on est au cœur de ces demi-finales sur Sud Radio, la radio du rugby. On est au nouveau hôtel Lyon-Bron avec notre partenaire le réseau.s et avec notre consultant Yohan Huget qui nous rejoint ici au Novotel. Salut Yohan. Bonsoir à tous. Ouais, l'équipe est en forme ? L'équipe est très en forme, l'équipe est réchauffée, 18h39 et forcément ça se rapproche dans 2h30 ce coup d'envoi. T'as vécu ces moments-là bien sûr avec le Stade Toulousain, ces jours de demi-finale. L'attente est longue, non, quand même, quand on est même si on est favori, même si on a l'habitude, même si on est habitué à Toulouse, non ? C'est quand on est joueur. Non, on a envie de profiter de ces moments-là. On a envie de rester ensemble. On a envie de profiter, de partager, de découvrir le stade hier, de jouer aux cartes. Voilà, c'est une journée qui rassemble, qui nous permet, parce que si ce match malheureusement, il va y avoir un perdant, c'est la fin d'une saison qui aura été longue, périlleuse. Donc on veut profiter un maximum de ces moments-là pour se retrouver, discuter, échanger. Est-ce que cette éventualité-là, on va dire, elle est quelque part dans les têtes, ou est-ce que l'expérience toulousaine les affranchit de cette petite part de doute ? Ça reste du sport. Tout est possible, tout est envisageable. Un coup fait de jeu, un carton rouge. Voilà, c'est fort possible. On a une très très belle équipe bayonnaise en face qui est remplie de confiance, avec des supporters incroyables qui arrivent en masse sur Lyon. Et en face, une équipe toulousaine qui se cherche, mais qui a un maximum expérimenté aussi. Donc, quand on est toulousain, on se dit que on a la capacité de gagner ce match. On est les favoris, on doit assumer, et assumer, c'est montrer que on a cette faculté à se transcender sur les matchs importants qui arrivent. Et j'ai juste une question pour Yohan. Il dit souvent à l'antenne que la demi-finale est plus dangereuse pour les Toulousains que la finale, qu'en finale ils sont beaucoup plus durs à en prendre. Ce soir avec cet adversaire-là, c'est une réalité aussi. Oui, c'est une réalité. On est sur un match couperé, on ne sait pas ce qui peut se passer. Thomas ou Romain qui se blesse d'entrée, voilà, ça peut arriver. Il fait chaud, des blessures, le ballon va être glissant parce qu'on l'oublie, mais c'est un facteur qu'il faut prendre en jeu et en compte. Quand il fait très chaud comme ça, le ballon va devenir très glissant avec la transpiration, comme s'il pleuvait. Donc c'est des matchs qui sont pas faciles à gérer. Les Toulousains vont devoir trouver le rythme et vite. Et après, il y a quand même un gros banc côté toulousain, et je pense qu'ils comptent sur ça pour finir le match. Espérons que les Bayonnais tiennent le plus longtemps possible dans ce match pour leur saison, mais je les vois. On a tous du mal à les voir s'imposer quand même aujourd'hui. Voilà, Yohan Huget qui a la particularité d'avoir porté les couleurs des deux clubs, voilà, Bayonne et Toulouse. On va se retrouver dans un instant, bien sûr, pour cette soirée au cœur de la mêlée spéciale depuis le Novotel Lyon-Bron avec notre partenaire, le réseau.s, pour cette soirée spéciale demi-finale Toulouse-Bayonne. C'est à venir, bien sûr, avec nos invités, avec vous, 0826 300 300. À tout de suite. 18h45 sur Sud Radio.
merci d'être avec nous au cœur de la mêlée, au cœur des demi-finales du top 14 depuis le Novotel Lyon-Bron, émission exceptionnelle avec notre partenaire, le réseau.s, voilà, pour vivre cet avant-match entre Toulousains et Bayonnais, cette première demi-finale, celle qui donnera eh bien, le ticket pour aller au Stade de France. Les Toulousains, quand même, qui, on le disait, ont vécu une élimination un peu traumatisante, entre guillemets, en tout cas vexante, peut-être, face au Bordelais en demi-finale de Champions Cup. C'était début mai. Il y a eu quand même des choix forts dans cette composition d'équipe, Daniel, notamment avec, par exemple, Emmanuel Meafou qui n'est pas titulaire, Cyril Bay qui est remplaçant. On a préféré Rodrigue Necti, on a préféré Joshua Brennan, on a mis Alex Rouma. Et oui, Alex Rouma qui est remplaçant. Certes, ça fait un banc très costaud, mais ce sont des choix forts quand même du Gomola. Oui, on pourra dire que la susceptibilité largement entamée des Toulousains après la demi-finale de la Coupe d'Europe contre Bordeaux qui les a vus vaincus, quand même ça a impacté. Bizarrement, il y a deux types d'impact qui me semblent avoir touché l'entité toulousaine. La première, c'est que à partir de là, 3 ou 4 joueurs clés se sont blessés et il a semblé qu'il y ait une petite altération de santé générale de l'équipe avec 3 ou 4 joueurs majeurs qui sont partis au frigo, ma foi. Et là derrière, il semble qu'il y a eu un impact moral de quelques-uns qui fait que 4 ou 5 joueurs qui avaient été quasiment titulaires sur l'ensemble de la saison se sont trouvés un peu mis en doute. Peut-être sur leur santé, peut-être sur leur gaillardise, peut-être sur leur appétence. Ce concept un peu large de lassitude qui a touché le grand Rouma, qui a touché le gros Meafou, qui a touché même un peu Cyril Bay, tu vois. Et 4 ou 5 joueurs clés se sont trouvés un peu marginalisés. Ça impacte quand même. Ça impacte sur leur rayonnement personnel. Ceux-là sont devenus un peu ternes dans le groupe. Ça impacte sur la relation que l'on entretient avec eux. Ils sont pas loin, ils seront sur le banc quand même. Mais il y a un petit impact. Après, il y a la jovialité de ceux qui vont arriver derrière, qui fait quand même qu'on a une équipe de Toulouse dont on est à peu près certain de dire que c'est quand même la meilleure qu'ils peuvent présenter, parce que les 3 ou 4 qu'ils ont mis au frigo, eh ben, ils sont à l'instant T d'aujourd'hui un peu en dessous. Ouais, Johan, toi tu connais, on va dire, ces veilles de demi-finale. Il y a des choix forts, l'effectif est tel que, voilà, certes, il y a les blessés qu'on connaît, Antoine Dupont, Peato Movaca notamment, Ange Capozzo, mais Hugo Mola a fait des choix forts. Des choix forts, mais là on parle de joueurs qui sont sur le banc et qui auront un impact très important quand ils vont rentrer aussi. Donc c'est pas forcément une punition ou une sanction par rapport à eux, même si ces joueurs qu'on évoque, c'est des joueurs qui ont été partie prenante aussi du tournoi à destination. Donc il y a peut-être une fatigue aussi générale. C'est pour ça qu'ils sont repassés par la case fitness, on va dire, et on espère qu'ils auront retrouvé tous leurs moyens aujourd'hui et ce soir notamment sur l'instant T. Maintenant, le choix fort d'Hugo, c'est d'avoir titularisé Kinghorn et Malia aux ailes, jouer avec 3 arrières. C'est pas anodin pour le Stade Toulousain. C'est-à-dire qu'ils ont peur du jeu au pied de Joris Second, ce très très long jeu au pied qui met à mal toutes les équipes contre lequel joue Bayonne. Et surtout ils vont devoir tenir le ballon ou derrière aussi occuper comme l'ont fait ou ont essayé de faire clairement à mauvais escient la semaine dernière. Oui, Philippe, quand même, voilà, il y a aussi le choix de Chocobarès quand même, Pitaaki et sur le banc. Ce sont des cadres. Certes, Pitaaki, il est, on va dire, plus près de la fin que voilà que. Ouais, il a 30 ans, le plus jeune, non, 32 ou 33. Johan l'a vécu aussi, la non-titularisation en demi-finale, en étant international confirmé. Il y a une force. J'avais connu ça, moi. Tu l'as dit la dernière fois. T'es malade ou quoi? Non, le choix du barrage en 2018. En barrage. Ouais. Barrage, on a perdu à la maison. Il est malade ce mec. Ouais, mais en demi, tu veux dire que le fait il est fou. pas dans Je n'ai jamais insinué ça. Je dis que j'ai toujours joué les demi-finales. T'en as joué combien de demi-finales, juste, Johan? J'ai joué. Quand tu commences à voir les mecs qui 5. réfléchissent trop longtemps, c'est qu'ils ont gagné beaucoup quand même. Ouais, non, on a gagné quelques-unes. Non, mais par contre, je pense que Johan ne me contredira pas, mais il y a quand même une force dans cette équipe toulousaine, c'est-à-dire que le poids du vestiaire, le collectif est tellement fort que le moindre joueur, même avec un statut un peu particulier d'international confirmé, qui n'est pas titulaire sur un match de phase finale,
peut pas trop se permettre de se mettre en retrait, de faire la gueule, quoi. Il est tout de suite obligé de se remettre en selle, et donc ça crée quand même toujours dans ces rendez-vous importants une émulation très forte, parce que les joueurs ont compris qu'il y avait un avertissement, et donc ils restent extrêmement concernés, et Johan a raison. Je pense qu'on va avoir une grosse rentrée d'Alex Rouma aujourd'hui, je pense qu'on va avoir une grosse rentrée de Cyril Bay, parce que c'est des joueurs qui, dans leur orgueil, quelque part, sont un peu vexés, même si aujourd'hui on sait que les remplaçants ont un rôle aussi très important à jouer. Et peut-être qu'ils auront une place aussi à jouer pour la finale. Donc si ça se passe bien et qu'ils font une très bonne rentrée, ils vont remettre les cartes sur la table. Oui, mais il n'empêche qu'ils sont sur le banc. Il n'empêche qu'ils sont sur le banc. Et le fait d'être sur le banc, quand même, te donne pas l'auréole d'un titulaire rayonnant à l'évidence, quoi. Tu vois, bon. Mais maintenant, je sais pas s'il vaut mieux pas démarrer sur le banc aujourd'hui avec la chaleur qu'il fait, Daniel. Tu vois, mauvais temps pour les gros quand même. C'est une hypothèse. Mauvais temps pour les gros, parce que là, ils doivent se dire bon, on va rentrer à 22h. Il va faire frais. L'hypothèse très bien pour eux. Le choix du 5-3, tu peux nous éclairer peut-être, Johan, sur ça. 5 remplaçants, 5 avant et 3-3-quarts. Souvent, on voit souvent des 6-2. 6-2 à l'approche, parce qu'il va y avoir un gros combat, mais aujourd'hui, je pense qu'il va y avoir beaucoup de jeux s'ils arrivent à tenir le ballon, bien entendu, avec les conditions. Mais ça va être un jeu porté sur l'offensive. On a entendu aussi Greg Pata dire on veut pas renier nos forces, notre identité, c'est-à-dire que l'identité de Bayonne, c'est de tenir le ballon, c'est de jouer, de provoquer. Et les Toulousains aussi. Dans ce cas-là, les Toulousains sur la possession ont l'air légèrement supérieurs au vu des stats. Oui, au vu des essais marqués, 118, ils ont, on va dire, explosé le... Oui, il y a quelque chose qui vient de tomber dans le décor, mais tout va bien. On est toujours en direct du Novotel Lyon-Bron, bien sûr, où on vit cette émission en direct, au cœur de la mêlée, au cœur des demi-finales, avec notre partenaire, le réseau.s. Je crois que tu as attendu. Donc il faut libérer. Et bon, on va te libérer, Johan, parce que je pense que tu dois partir vers le stade. Mais c'est un plaisir de t'avoir demain. Mais bien sûr, au Hall Paul Bocuse, parce qu'on va parler Paul Bocuse, bien manger. On va parler d'un vrai match. Ce sera Toulon UBB. Un vrai match. Ouais. On pourra parler aussi d'une certaine victoire. On verra. Allez. Merci messieurs. Forcément, on parlera d'une victoire. Voilà. Et ton petit prono quand même là. Non, j'ai pas de pronostic. Je suis très mauvais. J'ai pronostiqué La Rochelle. Ils sont pas là. C'est Parlons-vrai le slogan de Sud Radio. Je peux pas. Je peux pas. Parce que j'ai joué dans les deux clubs et je peux pas faire de pronostic. C'est impossible. Effectivement. J'apprécie les deux clubs. Pas de pronostic. Il y a le mentor de. Bonne soirée. Il y a le mentor de Johan Huchet. Allez, merci, on te laisse. Bon match ce soir, bien sûr. Justement, Daniel, quand même sur ces Toulousains, on attend quand même on va dire un festin offensif ce soir. Ben oui, il y a l'idée à la fois, on l'attend au vu de ce qu'on a vu en saison régulière, 118 essais inscrits par les Toulousains, mais aussi souvent les demi-finales sont un peu tendues. Oui, alors on peut dire que les demi-finales sont un peu tendues. L'année dernière, le Stade Toulousain a mis 60 points en finale contre l'UBB, tu vois, et cette année, ils ont perdu 2 fois contre cette même équipe bordelaise. On sait que la demi-finale, c'est un match qui a le cœur à aller gagner en produisant du jeu sans doute, mais en faisant pas trop de fautes. Il y a des contraintes un peu majeures. Il semble que les Bayonnais veulent aller en gardant leur style de jeu. Je vois pas en quoi l'équipe de Toulouse ne le garderait pas le sien. Depuis longtemps, il est en place, il est en maîtrise, il est totalement digéré par l'ensemble des joueurs, quel que soit leur poste, quelles que soient les stratégies les stratégies envisagées, quoi. Toulouse va jouer aujourd'hui, c'est absolument certain. Est-ce qu'ils vont très bien jouer quand ils jouent? Ça, il y a le doute là-dessus. On voit pas que Toulouse va faire une série ad vita aeternam de Moll, de Ruck et de jouer dans le petit côté fermé avec de la chandelle de demi-mêlée, quoi. Tu vois, c'est une évidence. À partir de cette évidence-là, on pense quand même que le match pourrait être enthousiasmant sur le volume de jeu. Mais quand les matchs vont vers le grand volume, il peut y avoir des grands déchets et à ce moment-là, il peut y avoir des grandes douleurs pour cette équipe qui fait plus de déchets. Ouais, les Toulousains, effectivement, qui nous ont quand même régalé. Et c'est vrai que les 2-3 derniers matchs, Philippe, ont un peu entaché cette saison qui a été une saison record quand même pour les Toulousains. Alors entaché oui et non, peut-être entre guillemets entaché un petit peu la confiance, mais encore une fois il y a eu tellement de turnover et cette profondeur d'effectif du stade dont on parle souvent, elle leur permet d'être au rendez-vous des deux compétitions de ces dernières saisons, et elle permet surtout au staff d'avoir une forme de gestion de son effectif, et donc ça a à la fois des très bons côtés
parce que ils ont fait ce qu'il fallait pour se qualifier directement en demi-finale et gérer cette fin de phase régulière, mais à la fois, comme il y a du turnover régulier parce que beaucoup de joueurs sont au niveau, ça amène quelques petites scories quand il faut retrouver les automatismes avec une forme d'équipe type. Les invités se succèdent à la table Sud Radio, dans le studio Sud Radio au cœur de la mêlée au Novotel Lyon-Bron, bien sûr, avec notre partenaire le réseau.s. Et on est heureux d'accueillir Didier Lacroix, le président du Stade Toulousain. Merci Didier d'être avec nous à quelques heures, 2 heures du coup d'envoi. T'es un président atypique, Didier, parce que tu as vécu ça en tant que joueur, notamment ce quadruplé dans les années 90. Est-ce que t'es tendu encore aujourd'hui, alors que ça doit faire combien de demi-finales que tu vis autant, si on mélange ton parcours de joueur et de dirigeant? Bonjour à tous. D'évidence, plus ça va, plus c'est dur. Ah oui. Je le dis toujours, plus tu avances, plus tu recules par rapport au terrain. Tant que tu es joueur, tu te sens à peu près acteur et à peu près utile. Quand tu es entraîneur, Daniel le sait mieux que moi, tu crois pouvoir influencer à 2-3 instants du match, et quand tu es président, plus le match arrive, plus tu sers à rien. Donc, il faut juste en avoir l'humilité, et donc le stress, on en parlait avec Daniel tout à l'heure, tu le gères un peu plus seul, tu essayes d'être moins naturel et plus aseptisé pour pouvoir encaisser ce que tu n'as pas envie de voir, et ne pas manifester ta joie quand elle est trop forte vis-à-vis de ton adversaire et néanmoins ami. Donc c'est une position un peu plus inconfortable que le défouloir que peut être le terrain, et le plaisir bien entendu que peut être le terrain. Philippe, on parle souvent justement de cette ambition extérieure, en fait de cette attente de la part du public toulousain et puis du grand public du rugby par rapport à ce que Toulouse nous offre régulièrement. Est-ce qu'il y a une forme de frustration de ta part de te dire que peut-être l'extérieur du club ne perçoit pas à quel point c'est dur de maintenir ce niveau de performance, et qu'on puisse dire qu'une saison sans titre à Toulouse est une saison ratée? Alors, je ne sais pas si c'est seulement de l'extérieur, parce qu'on le sent aussi de l'intérieur du club. On le sent au niveau du groupe lui-même, du staff. L'appétit vient en mangeant, mais c'est vrai qu'on a mangé beaucoup. Mais j'ai pas l'impression, très sincèrement, qu'on est plus fin. On a... je vous entendais juste sur les dernières séquences parler de la dernière période que l'on entend également lors de la conférence de presse hier. Oui, les 3 dernières semaines paraissent moins abouties que toute une saison, avec moins de liens, moins de performances, moins de scores, Et pour autant, on sait que on n'a pas mis peut-être tous les éléments pour arriver à la performance qu'on a d'habitude. Et on l'a touché à d'autres instants, tu le disais, avec cette jeune équipe. Donc on est avec une certaine virginité, d'abord de par le terrain, puisqu'on n'a jamais joué de demi-finale à Lyon. La dernière demi-finale que nous n'avons pas jouée, elle était à Lyon, et on n'était pas invités. Nos avis castrés nous étaient passés devant cette année-là. On a une certaine virginité parce que cet adversaire, on ne le connaît pas en phase finale. On a l'appétit d'aller les chercher avec une équipe au complet, puisqu'on les a plutôt joués avec des équipes remaniées, même si encore une fois ce n'est absolument pas des équipes moins disantes chez nous, ou du moins on s'efforce de le dire ainsi et de le faire ainsi. Donc moi j'ai un appétit qui est à peu près intact pour cette demi-finale, et j'ai bien envie qu'elle démarre. Voilà, et bien sûr Didier, tu as envie comme les Bayonnais j'imagine, mais d'aller vers le Stade de France, qui est l'objectif ultime pour aller conquérir ce bouclier de Brennus. Qu'est-ce qui va se passer là? On est dans les 2 dernières heures avant le coup d'envoi. C'est quoi le programme? Comment toi tu vas vivre les choses auprès de ton équipe, ou tu vas devoir être pris par des contingences de présidents, de dirigeants? Un peu des deux. On va d'abord accomplir la dernière causerie d'avant-match, les dernières consignes d'ici 10 minutes maintenant. On prendra le bus avec son silence aussi
réconfortant que pesant. Cette sacralisation de l'arrivée dans un stade avec le public, celle-là, c'est certainement une des joies les plus fortes qu'il puisse y avoir, une communion avec les spectateurs à proprement parler. Et puis il y a des longueurs là. Là, il y a un bout d'alternance entre les discours dans les salons. La seule envie, c'est de repartir sur le terrain happé, encore une fois, ne servant à rien, mais happé par la proximité maximale, de pouvoir se rapprocher des joueurs, des équipes, d'écouter ce qui se dit, de lire l'inquiétude sur un visage ou au contraire la confiance, de savoir si tel ballon tombé en appelle d'autres ou au contraire, on sait que c'est le dernier de l'après-midi. On essaye de décrypter tout ça et encore une fois on essaye de profiter parce que c'est avant tout quand même une grande partie de plaisir pour tout le monde, même si c'est dans du stress que l'on recherche et que l'on recherchera encore de nombreuses années. On est avant tout pour donner du plaisir aux gens qui sont à l'écoute derrière la radio, dans la tribune, devant leur télé. Et bien entendu, les joueurs, moi je leur demande la plupart du temps d'avoir la banane et de se faire plaisir sur un terrain. Et en se faisant plaisir, ils nous feront plaisir. Ouais, ça sert quand même quand on est un président qui a joué, parce qu'on est capable d'avoir ce type de discours qui doit aussi un peu ôter un peu la pression à 2 heures du coup d'envoi. Oui, ce citoyen est original. Il est original parce que il a côtoyé le terrain, sa rudesse, ses joies, ses difficultés, ses transcendances. Il sait ce que c'est l'épreuve. Il sait aussi ce que c'est la technique, la tactique, la stratégie, la gaillardise. Bon, ça va. Mais il sait aussi ce qu'est le champ moral. Et tout son discours, il est sur le champ moral aujourd'hui. Tu vois, c'est que sont les hommes qui vont affronter cette réalité d'une demi-finale. On voit bien qu'il va y avoir des paramètres du jeu, mais on voit bien. Et si lui, il dit, je sers moins aujourd'hui quand je suis en train de voir les coups, soit avec le périmètre ou même quand je suis simplement observateur de mon équipe, moi tu vois quand je le vois, je sais que ce qu'il dégage c'est aussi important que ce qu'il va me raconter, quoi. Voilà, Didier Lacroix, tu vois, il se met devant et t'as compris qu'aujourd'hui il va pas baisser les yeux facilement, quoi, tu vois. Et si t'es de cette équipe là, si t'es de cette aventure là et si t'es de cette famille là, sache quand même que lui il est un fleuron de la victoire de cet après-midi, quoi. Voilà. Didier, on va te libérer bien sûr. On te souhaite une belle demi-finale. Ça serait quoi le scénario idéal ? Non, la belle demi-finale, c'est celle où tu es un point devant ton adversaire à la fin du match, quoi qu'il advienne. Bien entendu, on a un peu plus d'exigence au Stade Toulousain, un peu plus d'ambition, un peu plus d'audace, parce que encore une fois, ils sont en plénitude de l'âge. Le plus vieux à peine 32, 33 ans, c'est Pitahaki, si je ne fais pas d'erreur sur l'équipe d'aujourd'hui. Mais d'évidence, on a envie de voir cette bonhomie de ces jeunes et qu'ils continuent à tenter, qu'ils continuent à prendre leurs responsabilités et qu'ils continuent à prendre le jeu à leur compte. C'est tout ce qu'on leur demande. Il faut juste pas être le frein en dedans. Au contraire, lâchez-vous. Et plus c'est haut, et plus c'est beau, et plus il y a de monde, et plus il faut se le tenter. Eh bien, merci Didier d'avoir été avec nous. On te libère parce qu'il faut aller retrouver les joueurs. Bon match et bonne soirée. Messieurs, on va bien sûr se retrouver dans un instant au cœur de la mêlée. Daniel, nous, on va partir au stade. Oui, parce qu'on a un match à commenter. Un petit quart d'heure de route, enfin s'il n'y a pas d'embouteillage, mais on en doute. Et puis on va passer le flambeau à Clément Combe qui va nous retrouver. Il est 19h03, on a un peu débordé, mais c'était tellement bien d'avoir Didier Lacroix comme ça pour vivre au cœur de la mêlée, au cœur de ces demi-finales. Merci et à tout de suite sur Sud Radio. L'émission continue bien sûr avant ces demi-finales. Toujours en direct du Novotel de Lyon-Bron avec nos supporters et Philippe Spanghero bien sûr pour cette deuxième heure en direct de ce Novotel de Lyon-Bron avec Point S, notre partenaire sur cette émission spéciale avant les demi-finales du Top 14. Alors oui, on a décidé de réunir des supporters, 2 supportrices bayonnaises et un supporter toulousain auditeur fidèle, Cédric. Bonsoir Cédric. Bonsoir à vous. Et on est avec Laura et Célia, 2 sœurs supportrices bayonnaises. Bonsoir à vous 2. Bonsoir. Bonsoir. Tout d'abord, on peut commencer par une question simple. Comment est-ce qu'on se sent là, en tant que supporter, à même pas 2 heures du coup d'envoi ? Très stressé quand même. Surtout qu'on sait que ce match va être très difficile. Donc on stresse un peu, oui. Mais on y croit. On y croit. On y croit pour de bon ? On y croit, même si ça va être très dur, on le sait. On va donner le meilleur de nous-mêmes. Et donc tout le peuple bayonnais y croit finalement. Cédric, est-ce que c'est
Et une forme d'habitude pour les Toulousains, on en a discuté, ça fait plusieurs fois que vous venez faire ces demi-finales, les déplacements, vous étiez à Londres l'an dernier pour la finale de Champions Cup. Est-ce qu'on est serein ou est-ce qu'on se méfie ? Non, on se méfie toujours parce que c'est toujours un match, c'est une demi-finale, c'est un match éliminatoire, donc voilà. En plus avec le temps qu'il fait, on ne sait pas comment ça va se gérer, donc ça risque d'être compliqué. Il ne faut jamais dévaluer les autres équipes non plus. Jamais les dévaluer et tu as bien raison Cédric, on peut faire un petit point sur Bayonne. La saison elle est inespérée. Célia, c'est une saison déjà réussie, 4e. Bayonne remonte de Pro D2 en 2022. Là c'est un barrage, une demi-finale, la première depuis 42 ans. Comment est-ce qu'on sent ? Est-ce qu'on se dit, si on perd c'est quand même réussi ? Ou est-ce qu'on espère plus en tant que supportrice bayonnaise ? Bien sûr, même avant ce match, la saison est globalement réussie. Après, bien sûr, on veut viser plus haut. Mais qu'ils perdent ou qu'ils gagnent, on sera forcément content de cette équipe de Bayonne. C'est que du bonus pour nous. Déjà, à partir du moment où on a été qualifié dans les 6, c'est que du bonus. La victoire de Clermont, c'est que du bonus. Et si on gagne ce soir, c'est encore du bonus. Mais après, on espère quand même, évidemment, être en finale. Oui, parce qu'on se dit qu'une opportunité comme celle-là, elle ne se représentera peut-être pas de suite. Donc peut-être la saisir. On espère, surtout que les demi-finales de l'année prochaine, c'est quand même à Noeta, il me semble. Est-ce qu'on pense déjà? Non, je suis pas sûr. Si, ça me semble l'année déjà prochaine. Ça a été. Non, alors franchement, je sais pas. Les demi-finales, à côté, ouais. Les demi-finales de l'an prochain, on n'a pas la localisation. Ah, enfin, okay. Moi, je l'ai pas vu. On a les finales de Challenge. On va vérifier. Mais est-ce qu'on se dit déjà que ça va être compliqué d'avoir des places à Jean Daugé la saison prochaine? Parce qu'on a eu Philippe Taïeb là cette semaine. C'est quand même un des clubs dans la dynamique du top 14 aujourd'hui qui peut le plus se projeter dans la construction, parce que c'est quand même un projet magnifique. Pour dire deux mots de pourquoi Bayonne en est là, parce que c'est quand même pas une surprise. Cet aviron bayonnais, il fait partie de ces clubs dont je parle souvent, qui ont cette capacité à rester focus sur une vision au temps long. On sait à quel point on manage une équipe en fonction des résultats sportifs, et Bayonne s'est structuré en se projetant sur un projet très moyen-long terme, a déjà fait des travaux d'infrastructure importants. Ils sont à plus de 15 000 de moyenne, ils ont 2 ou 3 saisons derrière eux à guichet fermé, et Philippe Taïeb nous disait que il pourrait remplir Jean Daugé déjà avec 4 ou 5 000 places de plus par match. Et c'est énorme. Donc il y a un potentiel de 20 000 spectateurs à domicile. C'est quand même un noyau sur lequel travailler qui est très important. Et c'est vrai qu'en ça, ce projet bayonnais, on sent que c'est un projet solide. Et Philippe Taïeb l'avait dit dans différentes interviews, il y a une jauge à Jean Daugé qui est un stade magnifique, qui a été refait il y a quelques années, et il préfère la garder plutôt que de la faire monter pour essayer de conserver une forte demande et une affluence complète sur le temps long. Sur cette affluence, on sait qu'il y a eu des supporters qui ont eu des difficultés à trouver des places. Bayonne s'est qualifié que le week-end dernier finalement pour ces demi-finales. Vous, de votre côté, les places, elles étaient validées ? Oui, on a trouvé quelqu'un qui nous a rendu ses places. Après, ouais, c'est vrai que pour s'organiser en une semaine depuis Bayonne, c'est compliqué quand même. Voilà, par contre, pour aller voir les barrages Bayonne-Clermont, on a dû attendre 3 heures. Sur internet ou au guichet? Sur place. On a attendu 3 heures pour avoir des billets. Ouais, c'est aussi le signe de cette forte et belle affluence à Jean Daugé. Cédric, côté toulousain, les places, il y avait du temps pour les prendre. Toulouse est premier depuis un bon moment. Comment est-ce qu'on se sent en tant que supporter toulousain sur cette méfiance? J'en parlais tout à l'heure. C'est presque la cinquième finale potentielle en 6 ans pour le stade toulousain. Comme une forme d'habitude, est-ce qu'il n'y a pas la peur de se griser? Non, je pense pas, la peur de se griser, non, surtout avec la déconvenue qu'on a pris face à le Bordeaux en demi-finale de la Coupe d'Europe. Donc ça risque d'être une motivation pour aller quand même au bout du championnat, parce qu'on sait très bien que le Stade Toulousain, s'il va pas au bout d'une compétition sur un an, c'est quand même, voilà, c'est pas exceptionnel, mais voilà, il faut être au bout, quoi. Il faut être au bout. Le joueur qui peut tout changer pour toi. Souvent on parle de beaucoup de collectifs, le collectif toulousain, le collectif bayonnais, mais dans les grands rendez-vous, il y a toujours des grands joueurs. Aujourd'hui? Ouais, aujourd'hui, un joueur qui peut faire basculer la rencontre. Pour moi, Kinghorn. Kinghorn. Oh, ouais. Je m'attendais pas à ce choix-là, Philippe. Il est intéressant d'ailleurs ce choix du fond du terrain toulousain et la crainte du jeu au pied de second, effectivement. Mais moi j'attends quand même de voir le match de Romain Tamac ce soir. Ouais. Parce que c'est un très très grand compétiteur.
Je pense qu'il doit être un peu vexé, il doit ronger son frein parce que sans qu'il ait rien demandé, il y a eu un match dans le match avec cette demi de Champions Cup où on a déclaré de façon quand même assez affirmative que Mathieu Jalibert lui était passé devant. Je pense que c'est le type de rendez-vous que Romain Tamac a coché depuis un petit moment. Donc je vais être curieux de voir l'attitude et la performance de Romain Tamac ce soir. Clara, Laura, Clara, Laura, vous vous ressemblez quand même. Mais côté bayonnais, Chouznou est forfait, Manu Tulegui n'est pas disponible, Cheikh Tiberghien non plus. Quel joueur peut permettre de tenir, de résister? Moi j'imagine un petit drop de Lopez à la fin. Enfin, ce serait le rêve, mais sinon second par son pied, comme disait Philippe, je pense qu'il peut nous aider sur ce match. Après, moi je pense aussi au Rabé, il va vouloir faire toutes ses preuves aujourd'hui. On s'y attendait pas, c'était un peu la surprise. Bah oui. Avec le forfait de Tiberghien. Ouais, et du coup je pense qu'il peut créer la surprise, il va vouloir tout donner. Mais on espère. On va terminer avec vous les filles et Cédric. Votre pronostic simplement, un vainqueur et un score pour ce soir? Objectivement ou pas? On attend vos avis de supportrices. Allez, 20-28 pour Bayonne. 28-20 pour Bayonne. Ça c'est mon rêve. Après, je pense qu'on peut en prendre 50, mais mon rêve ce serait 28. D'accord. On a eu Louis Massabo tout à l'heure qui a été quand même d'une froideur dans l'analyse parce qu'il fait quand même partie des grands artisans de ce renouveau de l'aviron bayonnais. Et aujourd'hui, en tant que dirigeant, il a dit non, je pense que ça va être cher pour l'aviron bayonnais ce soir. Ça lui a fait mal de le dire, mais j'ai quand même trouvé ça extrêmement fair-play. Cédric, un pronostic? Moi je dirais 35-16 pour le stade. 35-16. Très bien. Merci beaucoup Cédric, Célia et Laura pour d'être venus à ce On peut quand même affirmer que tout le stade chantera la Peña Bayona ce soir. Toulousain compris. Oui, ça c'est sûr. Voilà. On a rencontré beaucoup de Toulousains au village du Top 14 qui nous disaient au fond on vous aime bien les Bayonnais. Merci beaucoup. En tout cas Célia, Laura et Cédric d'être venus à ce Novotel Lyon-Bron. On vous laisse filer vers le match et on va continuer cette émission avec Vincent Clerc. Restez avec nous d'ici quelques instants. Oh là là. De retour sur Sud Radio en direct du Novotel Lyon-Bron avec .S, notre partenaire, pour vivre cet avant-match de la première demi-finale entre le Stade Toulousain et l'Aviron Bayonnais. Première demi-finale demain. Il y aura bien sûr Union Bordeaux-Bègles, RC Toulon, et on sera en direct des Halles Paul Bocuse de 15h à 17h. Mais avant ça, nous avons l'honneur, le plaisir de recevoir sur notre antenne Vincent Clerc. Bonsoir Vincent. Bonsoir. Ex-ailier du Stade Toulousain de 2002 à 2016, recordman d'essais en top 14 et 67 sélections avec l'équipe de France. Ça dresse un palmarès. Philippe Spanghero, tout sourire à côté de moi, qui connaît bien Vincent. Ça fait 20 ans que j'entends parler, à chaque fois j'ai un sourire niais, ça m'émoustille tout le temps. Vincent, toi qui as connu très souvent ces phases finales avec le Stade Toulousain, il y a la saison régulière, on sait que Toulouse sait très bien le gérer. Les phases finales, c'est un autre monde. Concrètement, qu'est-ce qui change entre ces deux univers ? Ce qui change, c'est vraiment cette adrénaline de l'élimination directe. Tout au long de la saison, on a le droit à l'erreur, alors que quand on construit un palmarès, quand on construit un palmarès de club avec des demi-finales, des finales, des matchs couperés, ça rajoute une pression qui est très forte, et notamment, alors le Stade Toulousain a réussi à sortir un peu de cette pression au fur et à mesure du temps en gagnant beaucoup de titres. Pour des clubs qui le découvrent un peu, qui ont envie de gagner vite, ça rajoute une pression qui est quand même très forte sur leurs épaules. Le Stade Toulousain, premier de la saison régulière, meilleure attaque, meilleure défense. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de ne pas voir venir le danger bayonnais ? Non, je crois qu'il n'y a aucun risque, parce que on a beaucoup parlé du Stade Toulousain pendant toute la saison, avec leurs performances, leur effectif pléthorique, avec notamment 3 équipes qui performaient. Puis tout d'un coup, il s'est passé cette demi-finale à Bordeaux, il y a eu la défaite, et ça, on l'a vu, ça a mis du doute dans l'équipe. On a commencé à regarder le Stade Toulousain différemment. Il y a eu quelques défaites en suivant, notamment liées à une qualification très tôt en fait dans la saison. Donc les 5 derniers matchs, le Stade Toulousain était déjà qualifié. Donc c'est vrai qu'on a senti que le Stade était un peu dans une dynamique un peu moins performante, et du coup, je crois qu'ils se sont pas mal remis en question. Et que du coup ils arrivent avec une grosse envie, une grosse faim face à des Bayonnais, et avec plutôt des doutes que des certitudes. Philippe, on a eu l'occasion de voir Hugo Mola à travers les couloirs de l'hôtel cet après-midi. Il nous disait
ce n'est plus une histoire de rugby. Ce n'est plus que les hommes entre eux, les regards de chacun entre eux, et c'est presque à eux de décider eux-mêmes, comme si le manager toulousain n'avait que ces quelques mots pour les driver et finir. C'est pas ce soir qu'on va se réinventer côté toulousain. Non, bien sûr. Et puis après, j'aurais une question pour Vincent, mais c'est vrai que les certitudes, cette équipe les a. Et sans faire offense à cette équipe bayonnaise, quand on voit la profondeur du banc toulousain aujourd'hui encore, par rapport à ce que va proposer Bayonne, avec en plus quelques blessés importants de leur 15 de départ, de leur 15 type, on se dit que ça peut paraître déséquilibré. Et donc, la question que je voulais poser à Vincent, c'est justement dans ce genre de contexte, vraiment, est-ce que Hugo Mola et son staff, j'imagine qu'ils ont laissé les joueurs entre eux, parce qu'il y a un tel esprit de compétition, un tel ego positif chez ces joueurs toulousains que en fait là il y a rien à ajouter pour aller chercher ce supplément d'âme. Je crois que la vexation de la défaite en demi-finale de Champions Cup doit largement suffire comme moteur. Oui, puis en plus avec un objectif quand même qui est de peut-être retrouver les Bordelais en finale. Ça fait pas mal de motivation. On a vu aussi que Hugo Mola avait choisi les hommes en forme, pas forcément les titulaires tout au long de l'année, mais des joueurs qui ont montré un certain état d'esprit, et notamment qui étaient remplaçants, voire pas dans le groupe sur la demi-finale à Bordeaux, qui sont aujourd'hui titulaires. Donc effectivement, ils ont bossé tout au long de la saison, ils ont fait des performances qui étaient assez exceptionnelles tout au long de la saison. Donc la technique, la stratégie, le collectif, ils l'ont. Maintenant, effectivement, là où il a raison, Hugo Mola, c'est que ça se joue dans la tête, le fait de pas déjouer, de pas avoir d'excès de confiance, mais ça, je suis sûr que non, et puis de pas tomber dans le rythme bayonnais, parce que le danger, c'est l'euphorie bayonnaise, le fait que ils se retrouvent là avec, c'est quand même un peu une surprise, même s'ils ont fait une très belle saison, et que ils ont tout à gagner sur ce match-là. Donc voilà, de ne pas tomber dans le rythme des Bayonnais et de leur donner confiance tout au long du match. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui va beaucoup se jouer dans la tête, parce qu'effectivement, Philippe l'a dit, le talent, la cohésion d'équipe, elle est évidemment un peu plus du côté toulousain aujourd'hui. Vincent, sur ces semaines de phase finale, sur ces préparations avant le match, le temps est sans doute plus long. Comment est-ce que ça se passe quand on est joueur de rugby, qu'on a l'habitude d'être en haut du tableau et que on doit switcher? À quel point c'est difficile, ou finalement est-ce que c'est naturel? Est-ce que le groupe switch naturellement en mode phase finale? Non, c'est assez facile, et notamment, on l'a vu, il y a eu ce départ en stage du Stade Toulousain qui impulse quand même quelque chose de différent dans la saison. Quand on commence à partir en stage et qu'on commence à préparer un match de haut niveau, ça veut dire que voilà, on casse un petit peu la routine. C'est ce qu'a fait le Stade Toulousain la semaine dernière avec ce stage, où ils sont remontés fort en intensité et loin de leur base, ce qui fait que ça donne un peu le ton. On commence à se préparer à ce moment-là, et puis c'est vrai que le temps paraît moins long quand on joue le vendredi soir et qu'on n'a pas une autre demi-finale à regarder avant. Donc c'est vrai que c'est la chance aussi des Bayonnais et des Toulousains, c'est de vite être dans le sujet en jouant ce soir, et de pas être dans l'attente de voir la pression monter en regardant les autres jouer. Donc voilà, je dirais que c'est un petit avantage pour les deux équipes de jouer ce soir. Justement là-dessus, on a pu voir les différents Toulousains vaquer à leurs occupations. On a la sensation que la journée est interminable avant de jouer ce match qui est à 21h05. Comment est-ce qu'on fait pour passer le temps ? Alors ça dépend des générations. Il y a des générations et des joueurs, il y en a peut-être encore qui jouent aux cartes. Il y en a beaucoup qui évidemment font la sieste, se reposent, vont se balader, vont discuter. Mais c'est vrai que le temps est long quand on joue à 21h. Mis à part le petit réveil musculaire de l'après-midi, il se passe pas grand-chose. Donc c'est beaucoup de repos, beaucoup d'échanges. Et puis après, c'est aussi, voilà, ça fait partie de la cohésion d'équipe. C'est aussi des moments qu'on aime bien, laisser le temps passer du temps ensemble, à faire des petits jeux, à discuter, à traîner un petit peu à table. C'est aussi ça qui fait le charme de ces journées. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, on en a un petit peu marre, et on a hâte de partir au stade. Hâte de partir au stade. Merci beaucoup Vincent Clerc d'avoir été avec nous sur Sud Radio. On va vous laisser regarder cette demi-finale tranquillement. Ouais, ça va être sympa. Un petit prono ou pas?
Un petit prono, je verrais bien quand même les Toulousains parce que je pense que on a vite baissé leur niveau sur les dernières semaines par rapport à leur saison et que je pense que voilà ils ont quand même l'ego, les armes pour aller chercher une finale de championnat face à des Bayonnais qui perdent une de leurs armes principales qui est le stade Jean Daugé et c'est vrai que voilà ils sont un peu plus loin de leur base. On sait que c'est aussi un de leurs atouts qui fait que c'est une forteresse. Aujourd'hui ils sont un peu plus loin de leur base donc peut-être que je mets un petit avantage à Toulouse ce soir. Avantage Toulouse donc pour Vincent Clerc, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On va continuer de faire défiler nos invités à maintenant 1h30 de ce coup d'envoi entre le Stade Toulousain et l'Aviron Bayonnais. Ne bougez pas. Toujours en direct du Novotel Lyon-Bron qui est lieu d'accueil de cet avant-match exceptionnel avant la demi-finale du top 14 entre le Stade Toulousain et l'Aviron Bayonnais. C'est dans moins d'1h30 désormais et pour continuer cette émission, 3 invités autour de notre table. Camille Requebuche, le patron du Novotel Lyon-Bron, merci déjà de nous accueillir. Merci Clément, on est ravis de vous avoir avec nous ce soir. Monsieur Lionel Aberlé, directeur marketing et communication du réseau.s, le partenaire de cet événement. Bonsoir Lionel. Bonsoir. Et enfin monsieur le maire, Jérémy Bréau, maire de Bron. Bonsoir monsieur. Bonsoir Clément, bienvenue à Bron. Alors je vais commencer pour une question pour vous. On est à Bron, terre de Karim Benzema, football, olympique lyonnais. Comment est-ce qu'on fait pour développer le rugby sur votre territoire? Alors Bron est une ville de sport, effectivement vous l'avez dit, nous sommes la ville de Karim Benzema, il y a aussi deux autres grands joueurs de foot qui sont notre ville. On a également aussi Aurélien Giraud, qui est champion du monde de skate, qui a participé au JO de Paris et Tokyo, qui habite à Bron. Nous avons aussi Caroline Garcia, la joueuse de tennis, qui habite à Bron. À Bron, nous aimons tous les sports et tous les sportifs. Nous avons l'EMS, qui est le club de rugby de Bron, qui joue à un niveau, je pense pas qu'il arrivera un jour en top 14, mais qui finit deuxième de sa poule ou de son championnat cette saison, si je dis pas de bêtises. Peut-être un peu plus bas, mais en tout cas, c'est au niveau esprit club, au niveau convivialité et au niveau esprit d'équipe, le club gagne le championnat chaque année. Eh ben c'est parfait. Au niveau esprit d'équipe, justement, Lionel Aberlé, point S, le rugby, on ne voit pas de points communs évidents pour l'instant. Et pourtant, le rugby reste un sport qui peut servir dans le développement et l'esprit d'équipe dans le monde de l'entreprise. Je pense réellement que les valeurs du rugby sont des valeurs qui sont celles de réseaux comme Point S, qui est un réseau d'indépendants. Et qui effectivement, il y a cet esprit d'équipe et cette volonté de corps qui font que tous nos adhérents sont réunis en fait. Il n'y a pas de compétition, il n'y a pas qui essaiera de dominer l'autre. Il y a une vraie culture aussi du transfert de savoir-faire, d'expérience. Et puis c'est un peu, il y a un gros parallèle. Moi qui m'intéresse, c'est réellement le maillage de Point S, puisqu'on a plus de 670 points de vente en France. Et c'est un peu comme le rugby, quoi. Je crois qu'on a le sentiment, enfin j'ai le sentiment en tout cas, qu'il y a un Point S à peu près partout. Il y a une équipe de rugby et il y a un ferment, il y a une communauté qui se crée. Et puis c'est réellement cette notion d'entreprise indépendante, c'est réellement ces relations humaines qui se créent. Il y a de l'exigence, il y a de la rigueur, comme il y a dans le sport et en particulier dans le rugby. Il y a une vraie sérénité. Moi, ce que j'aime chez les rugbyman, c'est qu'il y a toujours cette sérénité qui transpire et malgré tout avec une volonté farouche de réussir. Donc voilà, ça nous paraissait tout à fait normal d'accompagner Sud Radio sur cette opération à Lyon, puisqu'en plus, Point S, c'est une entreprise lyonnaise, donc on est fiers d'être sur nos terres, comme vous pouvez l'imaginer. Donc voilà, c'est réellement ces notions, ces valeurs. Et puis on aime ce sport parce que il est pas entaché. Voilà, on a affaire à des gens comme nos chefs d'entreprise, comme nos entrepreneurs indépendants, qui relèvent leurs manches, qui travaillent dur, et puis qui y arrivent, qui créent de l'emploi, qui créent aussi de la vie dans les quartiers, comme les clubs de rugby. Donc réellement, toutes ces valeurs communes font que c'était un peu comme une évidence que de vous accompagner sur ce parcours. On vous recevra aussi également demain au hall Paul Bocuse de Lyon sur cette émission entre 15h et 17h. Camille Requebuche, patron du Novotel Lyon-Bron, on sait que ce week-end vous recevez les demi-finales du top 14. Enfin, Lyon reçoit les demi-finales du top 14. Il y avait eu France-Angleterre l'an dernier. Il y avait eu les finales de Champions Cup et de Challenge Cup en 2016. Qu'est-ce que ça représente pour vous, ces événements? Le rugby qui s'implante de plus en plus en région lyonnaise à travers divers événements, mais le sport en général. En termes de chiffres, concrètement, on a la sensation que ça peut être des week-ends d'espèces de boom ou de grosses recettes pour vous.
Alors oui, on sent un très gros impact du sport dès qu'il est à niveau national. C'était le cas déjà l'année dernière, ou plutôt il y a 2 ans quand il y avait le rugby qui a eu lieu en France. Nous, il y a 2 impacts. On va avoir des spectateurs, des visiteurs plutôt, qui vont venir de toute la France, parfois même de l'Europe ou de plus loin, qui vont venir et qu'on va pouvoir héberger directement et qui vont faire rayonner les destinations, dépenser dans les restaurants et bien sûr remplir le stade, puisque le stade, le Groupama Stadium est vraiment très près. Et on est amené également à accueillir des équipes selon les compétitions, pour la Ligue 1 bien sûr, pour le foot, et parfois pour le top 14 avec un cahier des charges complet qui va comprendre la restauration, une partie réunion et bien sûr la partie hébergement. Et vous êtes totalement équipé, Philippe. Justement par rapport à ces demi-finales du top 14, on sait que c'est depuis 2011 organisé dans la même ville sur le même week-end. Concrètement, économiquement, on sent que chaque année il y a de plus en plus de recettes et ça fait de plus en plus de bien à la région et à la ville choisie par la Ligue nationale de rugby. Bien sûr, ça fait partie des arguments qu'expose la Ligue quand ils font une espèce d'appel d'offres aux grandes agglomérations qui sont capables d'accueillir cet événement, puisqu'il y a des études qui ont été faites très poussées qui montrent concrètement quel est l'impact économique dans la ville et dans la région d'un événement comme celui-ci. Et en effet, l'engouement, il suit cette évolution constante de l'affluence moyenne dans les stades de rugby. On en parle assez régulièrement. Saison record encore cette saison de plus de 12% par rapport à la saison dernière qui était elle-même une saison record. Ce qui est intéressant, c'est de voir que la Pro D2 suit cette même dynamique et qu'on a aujourd'hui une Pro D2 qui en termes d'attractivité est très forte. Mais pour revenir à Lyon, c'est vrai que à un moment, le FCG étant descendu en Pro D2, puis Lyon ayant du mal à s'installer dans les tout premiers rôles, on n'a pas eu conscience dans la France du rugby de l'importance du rugby dans cette région Aura. C'est une des plus grosses ligues du rugby français en termes de licenciés, et il y a une culture rugby qui est extrêmement forte, avec Bourg-en-Bresse, avec Oyonnax, donc il y a des bastions historiques du rugby français, et donc ce qui est intéressant dans cette région, c'est que à tous les échelons du rugby français, et dans toutes les catégories, vous avez des représentants de la Ligue Aura, des représentants assez symboliques du rugby français. Donc c'est quand même, de notre point de vue du sud-ouest ou d'autres endroits du rugby, une vraie terre de rugby ici. Ligue Aura, la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes. Auvergne-Rhône-Alpes, pardon. C'est pour préciser, c'est pour être sûr. Non, mais allez-y, bien sûr. Faut pas oublier Bourgoin-Jallieu. Oui, bien sûr. Club historique qui a formé des dizaines de rugbyman français internationaux. On pense à Yann David, à Morgane Parra, Julien Bonner ou autres. Monsieur le maire, justement, dans ce territoire de foot, on sait qu'il y a l'Asvel aussi qui est implanté depuis des années. Le rugby arrive de plus en plus en terre lyonnaise parce que Lyon a fait des demi-finales plusieurs fois, parce qu'il y a des bastions historiques. Est-ce que vous le ressentez sur votre commune de Bron, sur l'augmentation des licenciés, sur l'intérêt grandissant du rugby ? On l'a ressenti il y a 2 ans au moment de la Coupe du Monde de rugby, effectivement. Mais on profite également aussi des répercussions des bons résultats du Loup. Effectivement, comme vous l'avez dit, Philippe, je ne suis pas un grand spécialiste du rugby, mais depuis les 10-15 dernières années, le Loup avait l'habitude, à une certaine époque, de faire le yo-yo, qui montait, redescendait. Et là, le club s'est stabilisé depuis à peu près une dizaine d'années, grâce notamment au soutien de GL Evans, Olivier Ginon qui a mis de l'argent, et puis également aussi avec d'autres partenaires, Sarfim et d'autres. Et effectivement, le fait que le Loup soit vraiment installé maintenant et qu'il y ait une figure du top 14, notamment je crois avec une victoire en Coupe d'Europe l'an dernier ou il y a 2 ans, tout ça rejaillit sur tous les clubs de la métropole de Lyon, Bron y compris, oui. Une question, Camille, par rapport à votre activité spécifique d'hôtelier, de directeur d'hôtel. Quelles sont les exigences d'une équipe comme le Stade Toulousain ? Vous avez un cahier des charges peut-être à respecter, mais elles ont des demandes spécifiques. Est-ce que je peux juste rebondir sur une question ? Parce que, en effet, les cahiers des charges ont changé. Dans une de mes activités, j'organisais ça pour les équipes professionnelles. Et je ne sais pas si Camille est d'accord avec moi, mais ce qui montre à quel point le rugby s'est structuré, c'est que je reprenais les cahiers des charges d'il y a 5-6 ans et les cahiers des charges des dernières saisons, parce qu'on continue à accompagner des équipes. Et en termes d'exigence sur le cahier des charges et de nombre de personnes qui se déplacent, c'est assez hallucinant en termes d'élargissement des effectifs moyens. Est-ce que tu es d'accord avec ça ? Est-ce que tu as le même regard ? Oui, bien sûr, on voit que les lignes ont beaucoup bougé au fil du temps et par rapport aux exigences, en fait, elles sont à 2 niveaux. Alors, principalement au niveau de la food, la nourriture, où ils demandent vraiment des cahiers des charges autour des fruits et légumes très très forts, des protéines en grande quantité. Donc, il y a un nutritionniste qui est là. Parfois, il y a même leur chef qui peut venir et qui va venir directement dans la cuisine pour être sûr que tout se passe comme ils le souhaitent, avec un diététicien et un nutritionniste qui sera présent sur place. Et après, au niveau des équipements, ils vont demander plein de choses, ce qui est tout à fait légitime, notamment des espaces pour se
être posées, des salles de massage par exemple, enfin des tables de massage pardon, qu'on va être amené à louer le cas échéant si c'est nécessaire, ou parfois ils viennent avec directement. Mais en tout état de cause, quand ils se déplacent, au-delà de l'équipe qui va venir, quelle qu'elle soit, il y a vraiment un staff très complet qui parfois représente le double du nombre de joueurs et qui va les encadrer pour s'assurer que tout se passe comme ils le souhaitent. Donc ça, c'est bien, mais c'est une très grosse préparation, une très grosse organisation et beaucoup de commandes différentes à préparer avec notre chef qui s'arrache un petit peu les cheveux, mais ça fait partie aussi de jouer notre métier. La demande la plus folle que vous ayez eue d'une équipe sportive, c'était laquelle ? Demande la plus folle sans citer le nom du club professionnel quand même qu'il va falloir tenir, mais non, après là récemment j'en ai pas en tête. Après une fois que les joueurs ont fait les matchs, parfois ils peuvent nous demander quelques adresses un petit peu secrètes sur Lyon et on peut leur partager les petits bars ou les speakeasy par exemple. Oui, c'est à ça que sert le réseau et on le comprend. Réseau. Pour vous parliez du maillage tout à l'heure de votre réseau.s Lionel Aberlé, quand on voit cet esprit collectif du rugby, cette forme de camaraderie, même entre clubs, tout le monde se connaît. Comment est-ce qu'on peut s'en servir comme exemple pour le développer au sein même de son entreprise, que ça soit de la hiérarchie la plus supérieure aux salariés les plus nombreux? Comment est-ce qu'on s'en sert comme un exemple? En fait, le monde de l'entreprise, c'est de la performance collective. Et je crois que le rugby, c'est réellement de la performance collective. Et c'est vrai qu'on prend toujours en exemple les sportifs, justement parce que il y a cette volonté de gagner, et il y a cette volonté de gagner sereinement, il y a cette volonté de gagner sans écraser. Et nous, chez Point S, avec les entrepreneurs qui nous entourent, on n'est pas là pour être sous les feux de la rampe. Souvent, quand je raconte que Point S, c'est 670 points de vente en France, les gens disent « Ah bon, mais où ça ?» Mais oui, il y en a 670. On est sur les 5 continents. C'est une belle boîte française, hein, créée en 1971. On est à près de 7000 centres dans le monde. Et il n'y a pas de bruit. Et c'est un peu ce qui fait la force. Alors, hier, j'étais dans un dîner où monsieur le maire était aussi présent. Et l'ancien président de la République nous disait qu'il faut qu'on soit fiers d'être français. Et clairement, je crois qu'il faut qu'on soit fiers de nos réussites collectives. C'est une absolue certitude. Et en toute humilité. Et en toute humilité, ce qui est garant de la longévité, à mon avis, des résultats, c'est l'humilité, c'est de savoir se remettre en cause tous les matins. Et nous, nos chefs d'entreprise, nos adhérents, tous les matins, c'est un jour nouveau. Tous les matins, est-ce que je vais avoir suffisamment de personnel pour accueillir mes clients? Est-ce que je vais réparer correctement les véhicules pour que mes clients aillent en voiture au match de rugby de ce soir, par exemple, et ne tombent pas en panne sur le périphérique lyonnais, qui n'est pas en panne, hein, ce sont juste des embouteillages en réalité. Donc voilà, c'est une remise en cause quotidienne. Et nous, notre job chez Point S, c'est un peu comme le job de sélectionneur et d'entraîneur, c'est de sélectionner des professionnels qui vont s'épanouir à nos côtés. Et puis c'est aussi de les accompagner. Alors c'est de les accompagner en termes de formation, en termes de marketing, en termes d'achat. Mais c'est réellement tirer le meilleur d'eux et puis leur donner le meilleur de nous pour réussir. Philippe, tu voulais rebondir? Oui, rebondir parce que en fait il y a quelque chose dans le rugby qui est très fort et moi qui me touche beaucoup. Alors j'essaie de pas être complètement chauvin parce que forcément le rugby c'est mon sport, mais en fait je trouve que et dans notre société au sens large et dans les entreprises et notamment dans les métiers de franchise, c'est vrai qu'on a perdu la notion de confiance. On est beaucoup dans la défiance avant de se faire confiance et on perd du temps. Le postulat d'un vestiaire de rugby, c'est le seul sport de combat collectif. Donc tu sais que seul, ton intégrité physique est en danger. Et quand l'intégrité physique rentre en jeu, je peux t'assurer que la confiance, elle est beaucoup plus innée. Donc ensuite, elle se perd. Elle peut se perdre dans un vestiaire. Mais un joueur qui arrive dans un vestiaire qui ne connaît pas un noyau dur d'un effectif, les gens qui constituent l'effectif, tout de suite lui attribuent la confiance. Et c'est ce qui manque peut-être aujourd'hui dans notre société un peu trop. Et aussi dans les organisations comme les franchises, c'est un truc très particulier. C'est-à-dire que y a une relation à la fois de client-fournisseur, mais à la fois de partenaire. Et donc la relation de confiance, elle est impérative. On peut parler de performance après, mais le postulat de départ d'un collectif qui vit bien, c'est la notion de confiance. Et c'est vrai qu'en ça, le rugby, encore une fois, est un super exemple pour notre société, pour nos entreprises, parce que par ses règles, il installe ça tout de suite. Messieurs, je vais conclure en vous demandant un exercice qui peut être risqué pour vous. Est-ce que vous avez un pronostic pour ce soir?
Toulouse face à Bayonne. Alors, ça semble déséquilibré sur le papier. Est-ce que vous continuez de voir le leader de la saison régulière toulousain favori, ou est-ce que vous vous dites un exploit c'est possible, monsieur le maire? Je pense que le bon air de Bron et le bon accueil du Novotel devrait permettre à Toulouse de l'emporter facilement. On est d'accord là-dessus, Camille Rucbuch? Alors je suis en phase. Ce matin, j'écoutais Antoine Dupont qui nous disait dans un événement un peu plus privé qu'il voulait pas s'aventurer sur un pronostic. Donc j'espère ne pas leur porter malchance, mais bien sûr ce sera Toulouse. Lionel Aberlé pour conclure. Voilà, moi je suis un peu embêté parce que j'ai des centres et à Bayonne et à Toulouse. Donc je vais être bayonnais toulousain, je crois. Non, tu veux pas dire match nul parce qu'il y a les prolongations de toute façon. Voilà. Il y aura forcément un vainqueur ce soir. Non, très concrètement, c'est bien évidemment, je pense que ce sera Toulouse, mais toujours avec cet esprit de gagne, hein, cette volonté. Je me dis, j'ai envie d'adresser un petit allez-y les gars aux Bayonnais. Merci beaucoup Lionel Aberlé, merci Camille Rucbuch et merci beaucoup monsieur le maire d'être passé sur Sud Radio. On conclura cette émission Ne bougez pas sur Sud Radio avec Jean-Pierre Pagès. Au cœur de la mêlée pour ce quart d'heure restant, avant de passer la main à Alexandre Priam, François Trio et Daniel Herrero en direct du Groupama Stadium. Nous sommes toujours au Novotel Lyon-Bron, accompagné de notre partenaire .s. Vous avez eu l'occasion d'écouter Lionel Aberlé il y a quelques instants. On a le plaisir d'accueillir Jean-Pierre Pagès avec nous pour ces instants, auteur des gueules du rugby qui résume, qui retrace l'histoire, le parcours de légende du rugby français. Serge Blanco, Philippe Sella. Bonsoir Jean-Pierre. Bonsoir. C'est un grand plaisir sur ces phases finales, ces demi-finales de rugby à presque une heure du coup d'envoi maintenant entre Toulouse et Bayonne. À quoi on s'attend de ces demi-finales ce week-end? À quoi on s'attend? À quoi on espère? Moi, je suis rouge et noir. Je suis pas du côté de l'Occitanie, mais je suis côté de la Côte d'Azur. Donc, mes rouges et noirs portent le muguet sur le cœur. Donc, moi, je suis à fond sur Toulon. Donc, plus impatient pour demain que pour ce soir? Oui, non, parce que c'est une compétition magnifique. De voir Toulouse, c'est exceptionnel. De voir Bayonne, peut-être il peut y avoir un exploit. Mais demain, Bègles-Toulon, ça va être vraiment le match à l'affiche, quoi. On a la sensation au travers des différents livres que vous avez publiés que ces phases finales, elles finissent par transcender les hommes constamment, que le parcours, l'histoire des légendes s'écrit à travers les matchs qui comptent. Et les grands matchs, les grands joueurs sont toujours présents dans les grands matchs. Oui, dans les phases finales, dans le championnat de France, à l'époque groupe A, aujourd'hui top 14, mais aussi dans les phases internationales, quoi. En fait, les légendes se retrouvent à travers les grands matchs internationaux et puis à travers toutes les générations. C'est pour ça qu'on dit légende. Qu'est-ce qu'une légende? Une légende, c'est un joueur dont on se rappelle le nom à travers différentes générations. Un nom, un match, une action. Philippe, c'est une chanson qui tourne depuis plusieurs saisons. Le modèle du top 14 est un peu critiqué. Est-ce qu'il faudrait le changer? Le championnat est trop fort par rapport au match de l'équipe de France. La formule de l'Access Match dernièrement avec Grenoble qui perd pour la 3e fois consécutive le week-end dernier face à Perpignan. On en revient finalement toujours à la même chose. Les phases finales, c'est la base du rugby, c'est l'essence et c'est ce qui nous fait vibrer. Il y a toujours des choses à dire sur les formules, mais je crois honnêtement qu'on a trouvé un très bon compromis. Est arrivé sur la table jusqu'à il y a quelques saisons régulièrement le débat de resserrer l'élite à un top 12, parce que très souvent il y avait des équipes qui montaient en top 14 et qui décrochaient assez vite. Là aujourd'hui, cette saison, on voit que jusqu'à la dernière journée, il y a potentiellement 3 équipes qui peuvent être derniers de ce top 14, donc il y a une densité qui est quand même assez remarquable. Après, la vraie question, c'est cette question de l'Access Match. Et pour moi, dans cette formule, il y a une forme d'injustice et ce serait peut-être le seul débat qu'on pourrait remettre sur la table et qui potentiellement remettrait en question l'enjeu des phases finales en Pro D2, parce que il y a 2 sujets. Il y a le sujet du sport dire voilà, ok, c'est peut-être pas le premier de la phase régulière qui gagne, mais il y a aussi une forme d'injustice dans l'incapacité à préparer assez en amont une montée quand on sait à quel point c'est difficile. On en a parlé à l'antenne régulièrement et notamment récemment où on a vu quand même que sur les 6-7 dernières saisons, il y a qu'une seule équipe qui a réussi à se maintenir une saison.
saison. Donc ça prouve à quel point c'est compliqué et à quel point c'est peut-être pas complètement équitable pour l'équipe qui monte. Oui, d'ailleurs, le seul exemple d'une équipe de Pro D2 qui a su se construire et s'élever au sein du top 14, c'est Bayonne qui joue ce soir son premier match de phase finale depuis près de 40 ans, sa première demi-finale depuis 42 ans, signe aussi que ce top 14 est extrêmement fort, extrêmement dur de s'y construire, de s'y implanter si on n'a pas les reins solides structurellement en termes d'effectifs sportifs, mais aussi financiers. Bien sûr, mais en fait, on revient toujours au même débat. On sait que notre économie, si elle reposait que sur des mécènes, elle serait quand même trop fragile, parce que des mécènes qui sont riches à millions et qui peuvent assumer une année de transition comme ça en mettant des moyens importants, ça peut se trouver. Mais on aime aussi voir des clubs comme La Rochelle, comme Toulouse, comme Bordeaux, comme Vannes, qui se sont construits sur des modèles économiques solides et sains, parce que quelque part, ça rend notre produit viable. Voilà. Et ça, c'est important de le garder. Donc, c'est ce qui rajoute de la complexité. Parce que l'équipe de Vannes est un très bon exemple. En montant en top 14, ils ont étendu leur zone de chalandise de façon colossale. Ils avaient 400 partenaires, ils sont passés à 600. Ils ont étendu la zone de chalandise, étendu leur pouvoir d'influence, développé fortement leurs recettes. Et malgré tout, à quelques points près, ça n'a pas suffi. Sur un mot de rugby avec vous, Jean-Pierre Pagès, on parlait de ces phases finales il y a quelques secondes. Vous qui en avez vécu plusieurs, est-ce que vous avez un souvenir marquant? Est-ce qu'il y a une action, un joueur en particulier qui vous a marqué? Moi, je vais revenir sur mes 1985, une magnifique finale. Donc, l'une des plus grandes de ce championnat entre Toulouse et Toulon. Toulouse, on était champion, je dirais, à la dernière minute. Si le drop passait de Covey, il n'est pas passé, il y a eu les prolongations, et puis Toulouse s'est emballé, et puis voilà. Oui, c'est des souvenirs qui sont à la fois merveilleux, parfois un peu blessants. Il y a toujours des blessures qui sont là, mais le rugby, c'est magique, quoi. C'est ça, c'est avant tout qu'il faut retenir. Même si son équipe n'est pas championne, le rugby est vainqueur. Du rêve à la réalité, on va se rapprocher du rugby puisque nous en avons terminé avec cette émission en direct du Novotel Lyon-Bron, mais nous allons passer la main à Alexandre Priam, François Trio et Daniel Herrero en direct du Groupama Stadium. Merci beaucoup au Novotel Lyon-Bron de nous avoir accueillis, et puis ne bougez pas puisque le rugby ça continue toute la soirée. Stade Toulousain, Aviron Bayonnais, coup d'envoi dans 1h10 même. Bon match aux amis au stade.